Bon, on est rendu à la deuxième partie de ce cours-là, les approches novatrices. Il y en a quand même plusieurs. Alors, dans les exemples qu'on va voir aujourd'hui, le suivi systématique, la préadmission, l'accueil, le triage. Hey, le triage, là, il était un temps où il n'y en avait pas. Comité jeunesse, la pratique avancée, bon, blablabla. Excusez. Alors, le suivi systématique des clientèles, c'est des projets qui ont été montés un peu partout, je vous dirais, pour vraiment suivre des populations de patients avec des problèmes de santé bien spécifiques. Là, je vous donne des exemples, la clinique Gare, les suivis MPOC, le diabète, c'est ceux qui sont les plus fréquents. Alors, ce qu'on veut dire dans ce qu'on fait dans ces suivis systématiques-là, c'est que les patients sont suivis même à la maison. Donc, ils retournent à la maison et ils ont des trucs à surveiller, ils ont des trucs à évaluer à tous les jours et ils vont communiquer ces résultats-là à une infirmière qui, elle, est soit au CLSC, soit à l'hôpital et qui va évaluer au fur et à mesure que les jours avancent, est-ce que ce patient-là a besoin d'être évalué par un médecin rapidement? Est-ce que ce patient-là a besoin qu'on ajuste sa médication? Est-ce que ce patient-là aurait besoin de voir l'infirmière pour un peu plus d'enseignement? Pour essayer tout ça, pour essayer d'éviter que le patient soit décompense ou se ramasse à l'hôpital pour rien. Je vous donne un exemple. Dans les suivis, exemple, insuffisance cardiaque. Je vous donne cet exemple-là parce que mon père a fait partie du suivi systématique en insuffisance cardiaque. À tous les jours, il devait se peser. À tous les jours, il devait prendre sa pression artérielle avec un appareil qu'il avait à la maison, sa pression artérielle et son pouls. Et dans le temps, parce que là, ça fait quand même longtemps, il y avait un appareil qui était branché à son téléphone. Il tapait sur cet appareil-là son poids, sa tension artérielle, son pouls, et envoyait cette information-là via cet appareil-là. Je suis certaine qu'aujourd'hui, ça se fait via un téléphone intelligent ou une application quelconque sur l'ordinateur ou sur la tablette, mais peu importe. Du moment que l'idée, c'est qu'on évalue certains points et on envoie l'information à un infirmier ou à une infirmière qui est, lui ou elle est à l'hôpital ou au CLSC, dans un bureau quelconque, puis elle reçoit toute cette information-là. Donc, quand mon père envoyait son poids à tous les jours, lui était suivi en insuffisance cardiaque, s'il prenait beaucoup de poids dans une semaine, parce que vous savez que l'idée de suivre le poids pour un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque, c'est pour voir est-ce qu'il est en train d'accumuler du liquide. Parce qu'on n'engraisse pas d'un kilo de gras par jour, mais on peut engraisser d'un kilo de liquide par jour. Et vous comprenez que ce liquide-là, s'il s'accumule trop, éventuellement, ça va devenir problématique au niveau respiratoire. Donc, si l'infirmier ou l'infirmière qui est au bout de la ligne se rendait compte que mon père graduellement prenait du poids qui était inquiétant, des fois elle appelait pour lui poser d'autres questions. Là, monsieur Blais, est-ce que vos bas laissent une marque sur vos jambes pour évaluer s'il y avait de l'édème à godet? Qu'est-ce que vous avez mangé cette semaine de différent? Est-ce que vous avez mangé plus salé? Est-ce que vous avez bu plus d'eau? Est-ce que vous suivez votre limite liquidienne? Alors, elle appelait pour lui poser une série de questions. Puis selon ce qu'elle décidait, ce qu'elle voyait dans son évaluation, elle pouvait, à distance, faire changer sa médication, augmenter son Lasix, augmenter le nombre de prises de Lasix. Si elle en prenait juste le matin, ben là, peut-être qu'elle y en rajoutait une dose dans l'après-midi. Elle communiquait avec le médecin, elle y en rajoutait une dose, elle appelait à la pharmacie livrait la médication, puis là, papa commençait à reprendre sa médication autrement. Tout ça pour éviter que M. Blais fasse un OAP. Alors, si on voit venir l'OAP, puis on le règle avant même qu'il s'installe, bien, on évite une visite à l'hôpital de ce patient-là. On évite que ce patient-là se détériore. On évite que ce patient-là décompense et possiblement meure ou passe beaucoup de temps à l'hôpital pour un problème de santé qui aurait pu être réglé. Donc, c'est ça l'idée du suivi systématique. Clairement, pour les patients qui vont être suivis au diabète, les trucs qu'on va évaluer, c'est clairement la glycémie. Donc, si on voit que
la glycémie du matin est trop basse versus la glycémie du soir qui est trop élevée. Peut-être qu'il y a des changements d'insuline qui peuvent être faits. Fait que vous voyez, l'idée de tout ça, c'est de faire un suivi à distance des patients qui sont chez eux pour essayer d'éviter qu'ils décompensent avant qu'ils se présentent à l'hôpital pour rien ou ou même le contraire, de s'assurer que le patient se présente à l'hôpital avant qu'il arrive quelque chose. Exemple, en diabète, ça fait 2, 3 matins en ligne que la glycémie est à 3,0, est à 2,5. Bien, peut-être que l'infirmière elle va dire, là, vous allez venir à l'hôpital, on va rebalancer votre glycémie avant que vous fassiez un coma diabétique. Fait que ça peut être fait autant dans l'optique de ne pas venir à l'hôpital pour rien que de venir à l'hôpital avant qu'il arrive quelque chose de trop grave. Donc, ces cliniques-là, ils existent quand même depuis un bout de temps. C'était novateur à ce moment-là, mais ça existe quand même depuis les années 80, là, 90, assurément. La préadmission, c'est vraiment pour les patients qui vont être vus en chirurgie, qui vont avoir une chirurgie élective. Alors, avant, ce qui se passait, c'est qu'un patient qui devait avoir une chirurgie élective rentrait à l'hôpital la veille, on lui faisait tous les prélèvements d'usage, rayon X, ECG, il couchait à l'hôpital et il avait sa chirurgie le lendemain matin. On s'est vite rendu compte qu'on hospitalisait beaucoup de monde pour rien, dans le fond, parce que c'était des gens qui étaient relativement en santé, puis ils pouvaient se présenter le matin même de la chirurgie, puis c'était bien correct. Alors, il y était un temps où on a décidé qu'on n'hospitalisait pas ces gens-là, on les laissait venir le matin de la chirurgie, puis là, le matin de la chirurgie, des fois, on découvrait des trucs, je sais pas, moi, une hémoglobine qui est trop basse, un INR qui est trop élevé, un patient qui a un rayon-X pulmonaire qui est anormal, un ECG qui est anormal, puis on cancellait des chirurgies. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est on va faire rencontrer ces patients-là à une infirmière quelques jours, voire quelques semaines avant la chirurgie pour passer une évaluation. C'est une évaluation qui est systémique, là. Qui est systématique, je veux dire. Il y a un formulaire, on pose les mêmes questions à tout le monde pour essayer de trouver des problématiques qui pourraient se présenter le matin de la chirurgie. Est-ce que vous avez déjà eu des chirurgies dans le passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce que vous prenez des médicaments? Avez-vous des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des problèmes de thyroïde? C'est toujours les mêmes questions qu'on pose et on leur fait faire des prises de sang d'usage. La plupart du temps, c'est une formule sanguine, un INR, un ECG pour les patients qui ont plus de 40 ans. Et ça, ces tests-là sont faits d'avance. L'infirmière qui fait toute cette évaluation-là, en plus, elle va avoir à poser au patient des questions d'extra selon les réponses qu'ils vont lui avoir données. Oui, j'ai déjà été opérée pour un problème cardiaque à l'Institut de cardiologie, bien, ça se peut fort bien que l'anesthésiste voudra voir le dossier de l'Institut de cardiologie. Donc, ça va être la responsabilité de l'infirmière de décider dans ce dossier-là, est-ce que j'ai besoin de plus d'informations et si oui, je la fais venir. Je fais venir le dossier de l'Institut de cardio. Si je pense que ce patient-là a peut-être besoin des tests d'extra, exemple, mon patient me dit il consomme 6 bières par jour à tous les jours depuis 15 ans. Bien, c'est un patient qui pourrait possiblement avoir des dommages au foie. Bien, des dommages au foie, ça l'implique souvent des problèmes de facteurs de coagulation, ça l'implique souvent des problèmes de carence vitaminique. Donc, c'est des patients à qui on va faire des tests d'extra. Si la formule sanguine n'avait pas été demandée, on va la demander. Si le INR n'avait pas été demandé, on va le demander. Mais c'est l'infirmière qui va décider ça selon l'évaluation qu'elle a faite de son patient. Tout ça, cette rencontre préadmission-là, c'est pour s'assurer, premièrement, pour pas être obligé d'admettre les patients la veille de la chirurgie pour rien, et s'assurer que le matin de la chirurgie, le nombre de cancellations de chirurgie à la dernière minute pour des problèmes de santé vont être diminués. Alors, exemple, mon patient qui prend du Coumadin, ben je vais m'assurer
que ce patient-là arrête son Coumadin. C'est un dossier que je vais avoir présenté à l'anesthésiste, mais je vais m'assurer que ce patient-là va arrêter son Coumadin. Si je me souviens bien, c'est 5 jours avant la chirurgie. S'il a besoin d'héparine au lieu du Coumadin, l'anesthésiste va me l'avoir prescrit. Comme ça, on est sûr que le matin de la chirurgie, le patient n'arrivera pas et il va dire, ben oui, ben moi, je l'ai pris, mon Coumadin. L'anesthésiste pourra pas, le chirurgien ne pourra pas opérer si le Coumadin n'a pas été cessé. Et là, sa chirurgie serait cancellée à la dernière minute. Donc, l'idée de rencontrer ces gens-là d'avance, c'est pour s'assurer qu'ils sont bien évalués puis qu'on ne cancelle pas des chirurgies à la dernière minute. Moi, je travaille à la préadmission de l'hôpital de Valleyfield, puis c'est ça mon travail. Je rencontre des gens d'avance, je leur pose une série de questions. Il y en a qui sont déjà préétablis, il y en a que moi, je rajoute selon ce qu'ils me répondent. Et je leur fais faire des examens sanguins, des examens rayons X, des examens ECG. Et avant de décider est-ce que ce patient-là peut être opéré, je revise tout leur dossier. Si je trouve des trucs qui me semblent douteux, je vais présenter le dossier à l'anesthésiste. On va gérer ça. Et si l'anesthésiste donne l'OK, on envoie le dossier au bloc opératoire et le patient va pouvoir être cédulé pour une chirurgie et risque moins d'être cancellé le matin même de la chirurgie. Le triage, je vous ai dit tantôt hein, qu'avant, il n'y en avait pas de triage. On arrivait à l'urgence, c'était premier arrivé, premier servi. Alors, vous comprendrez qu'on s'est vite rendu compte que ça n'avait pas de sens. Il y a des gens qui mouraient dans la salle d'attente parce qu'il était arrivé, un patient avec une DRS est arrivé après un patient avec une douleur à l'oreille, mais le patient avec la douleur à l'oreille passe en premier. Les infirmières sont vite rendues compte que ça n'avait pas de sens, là, qu'ils devaient avoir une vue d'ensemble de leur salle d'attente pour être en mesure de bien la gérer, puis de passer les gens en priorité. Et c'est là que le triage est arrivé. Maintenant, on a du triage informatique, P1, P2, P3, P4. P1 étant, il faut que ce patient-là soit vu dans la minute. Il est amené directement à à la salle à choc. Un P2, c'est un patient qui a besoin d'être évalué par un médecin d'être évalué, point, dans les 15 prochaines minutes. C'est souvent des gens avec des problèmes graves, détresse respiratoire, infection majeure avec une température très élevée. Un P3, c'est un patient qui a besoin d'être évalué rapidement, mais qui est relativement stable. Foulure, fracture, plaies qui nécessitent des points, des trucs comme ça. Un P4, c'est quelqu'un qui, à la limite, pourrait être envoyé dans une clinique médicale, mais qui est là à l'urgence. J'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge, je suis constipée depuis 2 semaines. Ah, 2 semaines, c'est trop. Depuis une semaine. Alors, c'est quelque chose qui est pas, je vais pas dire relativement nouveau, quand même, ça date des années 70, mais il reste qu'avant, ça n'existait pas. C'est les infirmières qui ont dit, ça n'a pas de sens, il faut être en mesure de gérer notre salle d'attente, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre salle d'attente. Donc, l'infirmière rencontre le patient, fait une évaluation rapide et décide, selon ses connaissances, ce patient-là, c'est un P1, un P2, un P3, un P4. Donc, vous comprendrez que pour travailler au triage, ça prend quand même un minimum d'expérience, ça prend beaucoup, beaucoup de connaissances. Et je vous dirais, quand je dis un minimum d'expérience, là, on parle en principe, 4 à 5 ans minimum d'expérience en médecine chirurgie, à l'observation, des expériences diversifiées. Là. Là, je vais arrêter mon vidéo parce que j'arrive dangereusement au bout de 15 minutes, mais il ne reste pas grand-chose après. Là.